J'ai beaucoup de plaisir à accueillir pour cette séquence Michel Barnier, que nous connaissons dans notre maison, aujourd'hui négociateur en chef au nom des 27 gouvernements de l'Union européenne pour gérer la sortie du Royaume-Uni, pour gérer le Brexit. C'est un rôle inédit, tristement inédit. C'est une mission difficile s'il en est, mais dont chacun s'accorde à dire que Michel Barnier l'a conduit de main de maître. Il a la confiance absolue de Jean-Claude Juncker pour conduire cette étape aujourd'hui, ainsi que la confiance des 27 chefs d'État. Michel Barnier, nous le connaissons, il a été le plus jeune député de France, il a été président du Conseil général de Savoie, il a été ministre de l'Agriculture, et puis il a été désigné l'année dernière personnalité politique européenne de l'année au nom du travail conduit. Et pour avoir participé au COPA à différentes interventions de sa part, nous tenant au courant de l'évolution des discussions, de la construction de tout ce qu'il a envisagé, eh bien, je peux vous dire qu'il a une parfaite maîtrise, mais aussi beaucoup de conviction pour faire le maximum pour, en quelque sorte, limiter les dégâts face à ce difficile sujet. Donc, il intervient très peu sur ces sujets. C'est une chance pour nous, FNSEA, de pouvoir l'avoir à notre congrès. Je sais son attachement aux questions agricoles et à notre maison et à notre mouvement. Et je veux devant vous et en votre nom à tous le remercier très chaleureusement et je vous demande de l'applaudir. Alors, Christiane Lambert, bonjour à tous. Donc, beaucoup me connaissent ici, je suis ravi de vous retrouver, Thierry Guerrier, journaliste, et je vais donc avoir le plaisir, la mission, le mandat qui m'a été confié par Christiane de mener une interview de Michel Barnier, heureux de vous retrouver aussi, avant même que nous ayons tout à l'heure, en effet, vous le savez, ça a été annoncé, une table ronde sur la question à la fois du mouvement des Gilets jaunes et des corps intermédiaires, votre rôle dans le contexte de cette société française qui évolue, et puis bien sûr l'Europe, avec demain une table ronde aussi très importante. Alors, monsieur le ministre, monsieur le commissaire, ou monsieur aujourd'hui le négociateur en chef, pardonnez-moi, c'est plus facile face à vous, donc je vais rester debout pendant cet entretien. L'enjeu essentiel aujourd'hui, au moment où vous êtes en train d'essayer de faire que ce moment exceptionnel, qui peut être noir, mais qui peut être aussi une chance de relance de l'Union, une relance du projet européen. L'enjeu, c'est cet événement, le premier, qui est le Brexit. Comment on va en sortir? Je vais revenir à vous. Mais l'enjeu, c'est nous aussi, nous tous, les Européens, qui allons devoir, dans quelques jours, dans quelques semaines, le 26 mai, nous prononcer à nouveau. Certains disent, je ne sais pas si ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on aura à désigner des parlementaires européens. Bon, je ne sais pas, évidemment, certains ont peur, et le président de la République lui-même nous dit, mais nous risquons l'éclatement. Quoi qu'il en soit, première question, évidemment, l'actualité, autant que votre fonction vous permette, et je vous remercie encore, comme le soulignait Christiane à l'instant, d'avoir accepté de venir nous en dire un mot, mais cette négociation que vous menez, extrêmement délicate, on voit à quel point elle est difficile. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour être clair, on n'y comprend plus rien. Ils sortent ou ils ne sortent pas, les Anglais? Bien, on va mettre les choses dans l'ordre. Hein. D'abord, dans le bon ordre, je veux dire à Christiane Lambert, ses vice-présidents, chacune et chacun d'entre vous, que je suis très heureux de pouvoir répondre à votre invitation, Christiane. J'arrive du Parlement européen, je retourne à Bruxelles immédiatement après, mais je trouve très important de marquer cette étape ici à Nancy et de saluer l'équipe de Meurthe-et-Moselle qui a organisé ce grand congrès, et puis de retrouver le fil ou de consolider le fil de ce dialogue que j'ai depuis très très longtemps avec la FNSEA, les JA, à l'époque où je présidais naturellement le Conseil général de la Savoie, où j'étais parlementaire, et évidemment lorsque j'ai été pendant 2 ans, ça a été pour moi une de mes plus grandes fiertés, un grand honneur d'être ministre des agriculteurs, des agricultrices, de la pêche aussi, hein, pendant 2 ans, à une époque sensible. Je n'ai pas oublié les dialogues que j'ai eus à cette époque avec Jean-Michel Lemétayer, Xavier Belin et toute l'équipe de votre fédération. Voilà. Ça fait assez longtemps, Christiane, que j'ai été le plus jeune député français. Hein.
C'est un titre qu'on perd assez vite d'ailleurs. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rien oublié de cette époque où, dans un canton très rural, dans le pays du Beaufort, j'ai eu l'honneur d'être élu local, puis départemental et national, des contacts que j'ai eus avec les coopératives, avec les fédérations, avec vos organisations. Je n'ai rien oublié, et aujourd'hui même, dans plusieurs dossiers que j'ai à traiter comme négociateur du Brexit, ce que j'ai appris à cette époque, grâce à vous, m'est utile. Voilà. Ça, c'est mon premier point de remerciement. Et... Ils sont là. Les Savoyards sont là. Oui, sûrement. Que je salue fidèlement. Tout à l'heure, j'étais au Parlement européen en séance plénière et la commission que je représente dans cette circonstance avec le président Juncker était assise juste à côté des sièges du parti de M. Farage, qui était là. Hein. Et Farage, je l'ai reçu il y a quelques mois, sa demande, dans mon bureau à Bruxelles, et il m'a dit, je vais vous expliquer pourquoi nous avons voté le Brexit. Alors ça, je dis, ça m'intéresse beaucoup, M. Farage, parce que je n'ai pas tout compris, mais donc je l'ai écouté. Puis à la fin, je lui ai dit, je voudrais moi vous poser une question. Le Brexit, vous avez été à la tête de cette campagne, vous avez gagné. Nous respectons ce vote, même si nous le regrettons, et nous le mettons en œuvre. Le traité est presque là, 600 pages. Je voudrais vous poser une question de savoir comment vous voyez, M. Farage, vous, après le Brexit, quand vous serez sorti, comment vous voyez l'avenir de la future relation entre le Royaume-Uni, votre pays, et nous, l'Union européenne. Et il me répond, non pas en patois savoyard, mais en anglais, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Donc vous avez là un leader politique, pas n'importe lequel, qui porte des convictions que nous pouvons respecter, même si nous les combattons, mais qui veut détruire l'Union européenne. Voilà l'enjeu. Pour ça, Thierry, qu'à côté du Brexit, on peut en parler dans un moment, mais des enjeux techniques, juridiques, financiers, économiques, humains, sociaux du Brexit, que nous avons essayé de gérer dans ce traité, il y a une dimension beaucoup plus grave qui tient à l'existence même de l'Union européenne, qu'un certain nombre de gens, comme M. Farage, veulent détruire de l'intérieur, sans parler de ceux qui, de l'extérieur, à l'est ou à l'ouest, veulent les détruire de l'extérieur. Voilà. Et donc la responsabilité que nous avons, quoi qu'on pense de la bureaucratie bruxelloise, des erreurs, des réformes bien ou mal menées depuis 30 ans ou 40 ans, on peut en parler, des erreurs qui ont été faites. Je peux aussi dire un mot tout à l'heure des leçons du Brexit. Quoi qu'on pense de ce qui doit être corrigé, réformé, il y a plein de choses à corriger à Bruxelles. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'on laisse ces gens détruire ce qui a été construit depuis 60 ans pour mutualiser, aujourd'hui 28 nations, bientôt 27, une partie de leur souveraineté, sans abandonner leur souveraineté nationale, une partie de leur politique commerciale, leur politique de la concurrence, pour parler d'une seule voix face aux Chinois, aux Américains, aux Russes, aux Brésiliens et à d'autres. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on laisse ce projet européen, qui reste un projet pour l'avenir, se laisser détruire par tous les Farages d'Europe ou d'ailleurs? Voilà. Et moi, je pense fondamentalement, qui suis passionnément patriote et européen, que ce serait une folie pour l'intérêt national de notre pays, pour votre intérêt, de laisser se détruire le projet. Il y a pourtant un premier épisode qui est engagé, d'une certaine manière, c'est le Brexit. Où en est-on? Le Brexit, d'abord, c'est une négociation extraordinaire. Je vais d'ailleurs tout faire pour qu'elle reste unique. La première fois qu'un pays veut quitter l'Union européenne, ça prouve que l'Union européenne n'est pas une prison, qu'on peut la quitter, à condition de bien savoir ce qu'on fait, de bien comprendre les conséquences et de les assumer. Et c'est tout le problème actuellement à la Chambre des communes, y compris dans les votes ce soir que vous pouvez suivre. C'est assez stimulant de suivre les débats de la Chambre des communes en ce moment. Donc, c'est pas toujours compréhensible, mais c'est assez stimulant.
Le Brexit, c'est un divorce. Après 44 années de vie commune. 44 années où les Britanniques ont construit avec nous notamment ce qui les intéressait le plus, et peut-être seulement quand ils ont adhéré à l'Union européenne, à l'époque à la Communauté économique européenne, 72, c'est le marché commun, à l'époque devenu le marché unique. Et ils ont beaucoup contribué. J'ai été le commissaire au marché unique pendant 5 ans, de 2010 à 2014. Je peux témoigner de l'influence britannique. On détricote 44 années de contact, d'intégration, de coopération. Et ça a des conséquences innombrables qui n'ont pas été bien mesurées et sûrement pas bien expliquées aux Britanniques ou aux Européens au moment du divorce, du vote du Brexit. Ça a des conséquences, mesdames et messieurs, pour 4,5 millions de citoyens. Vous en avez peut-être dans vos familles. Il y a 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni. Il y a 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent et travaillent dans l'un de nos pays. Tous ces gens ont des droits de résidence, des droits sociaux, les retraites, la sécurité sociale, etc. Et ils sont très inquiets. Nous avons, dans le traité qui a été accordé et agréé au mois de novembre avec Mme May, pas contre elle, avec elle, nous avons sécurisé les droits de ces 4,5 millions de personnes pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour la durée de leur vie. Premier point d'incertitude sur lequel nous avons essayé dans le traité de remettre de la certitude. C'est ce traité qui est en discussion à Londres en ce moment. Hein. Et il faut que les Britanniques fassent très attention en le rejetant. Ils l'ont déjà rejeté 2 fois. C'est le traité de Mme May, mais c'est aussi le nôtre. Deuxième point d'incertitude qui vous concerne directement, le budget. Les Britanniques payent dans le budget européen à peu près 12 à 14% de tout. Et vous savez que le budget européen est établi non pas comme le budget de votre commune ou le budget du gouvernement français tous les ans. Le budget européen, on l'établit tous les 7 ans. Tous les 7 ans, on discute des politiques, la PAC, les fonds structurels, l'environnement, le transport, et on met en face de ces politiques des budgets auxquels contribue chacun des États membres. Tous les 7 ans. Donc nous sommes dans la période 2014-2020. Les Britanniques ont choisi, c'est eux qui ont choisi la date, de partir début 2019, normalement ce vendredi. Alors qu'il reste encore 2 ans pour la période budgétaire pluriannuelle. Il n'était pas question, et il n'est toujours pas question, que nous payions à 27 ce qui a été décidé au début à 28. Parce que derrière cela, il y a, pour 2 années encore, toutes les contributions de l'Union européenne au budget agricole, aux aides directes, au budget des fonds structurels, aux universités et tout le reste. Et nous avons obtenu un accord avec les Britanniques. Troisième point d'incertitude, un autre sujet qui intéresse l'agriculture, parmi plein d'autres sujets qui intéressent tous les citoyens, les indications géographiques ou les marques industrielles. Nous avons décidé en commun, mutualisant nos protections, de protéger ensemble et vis-à-vis de tout le monde entier 3000 indications géographiques, fromage, vin, huile d'olive, etc., et 1 million de marques industrielles. Il n'est pas question qu'en quittant l'Union européenne, les Britanniques se sentent déliés de l'engagement de protéger ces marques. Nos marques, comme nous devons rester respectueux et protecteurs de leurs marques. Pourquoi je dis ça? Parce que les Britanniques, une fois partis, vont vouloir signer des accords commerciaux avec le monde entier. Enfin, dupliquer les accords qu'ils ont actuellement avec nous, avec le monde entier. Ils vont négocier un accord avec les Américains, avec le Canada, avec le Japon, la Corée et d'autres. Très bien. Nous savons qu'aux États-Unis, on fabrique de la feta grecque. Nous savons qu'on fabrique du parmesan italien. Nous savons qu'il y a des fabrications de whisky écossais aux États-Unis. Il n'est pas question que dans les futurs accords commerciaux bilatéraux entre Royaume-Uni américain, Royaume-Uni, Thaïlande et autres, ces marques qui sont les nôtres ou les leurs ne soient pas protégées. Et donc nous avons obtenu un accord pour protéger durablement dans l'avenir, quelle que soit notre future relation,
ces 3000 marques qui sont celles que vous portez par votre travail, comme nous avons obtenu de protéger 1 million de marques industrielles. Et puis nous avons trouvé un accord pour donner une période de transition aux Britanniques qu'ils ont demandé pendant 2 ans, à partir normalement de ce mois-ci, enfin du lendemain de leur départ. Ils quittent les institutions européennes, il n'y a plus de commissaires britanniques, il n'y a plus de députés britanniques, il n'y a plus de membres de la Cour des comptes ou de la Cour de justice britannique, il n'y a plus de ministres au Conseil des ministres britanniques, mais pendant 2 ans, ils restent dans le statu quo, dans le marché intérieur et dans l'union douanière pour se préparer, pour construire une administration là où elle n'existe pas. Je dis ça en passant par rapport aux discussions que j'ai eues avec M. Farage, la bureaucratie. Bien sûr qu'elle existe, la bureaucratie à Bruxelles. Hein. En cherchant bien, d'ailleurs, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles, hein, non? Probablement. Mais elle existe à Bruxelles. Sauf que cette bureaucratie, ces fonctionnaires, ils font un travail dans beaucoup de domaines au nom des 27 ou des 28, au nom des Britanniques ou des Français. Toute la politique commerciale, la certification des produits et bien d'autres sujets. Euratom. Mesdames et messieurs, en quittant l'Union européenne, les Britanniques ont choisi de quitter mécaniquement 750 accords internationaux. 750 accords internationaux. Ce que nous avons pour la pêche avec des pays tiers, des accords techniques, des accords commerciaux. Et donc, il faut qu'ils reconstruisent leur propre capacité nationale. Donc tout ça peut être fait pendant ces 2 années s'il y a un accord. La transition n'est possible que s'il y a un accord sur le traité. Voilà. Et donc, je pourrais multiplier les exemples de ces 600 pages que nous avons agréées avec les Britanniques pour apporter dans tous les domaines de la certitude juridique, là où le Brexit crée, comme tout divorce, comme toute séparation, de l'incertitude. Vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez dit il faut qu'on tire les enseignements du Brexit. Oui, pour la suite du projet. Oui, juste un mot, avant de tirer les leçons que nous devons tirer par nous-mêmes, juste un mot du processus, parce qu'il... Vous pouvez en parler. Nous avons conclu ce traité au mois de novembre avec Mme May, Premier ministre du gouvernement britannique, et depuis, elle est bloquée par son Parlement. Et depuis, on assiste à un débat interminable au Parlement où se construisent des majorités négatives, à 2 reprises une majorité forte contre le deal, contre l'accord. Il y a 10 jours, une majorité contre un no deal. On ne veut pas sortir sans un accord. Il ne suffit pas de le dire. Hein. Pour ne pas sortir sans un accord, il faut soit arrêter le Brexit, soit voter un accord. Hein. On peut aboutir, y compris dans une quinzaine de jours, à une sortie sans accord par accident, hein, parce qu'il faut un accord. Donc nous sommes là et nous espérons que dans les débats qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, y compris ce soir, le Parlement britannique va prendre ses responsabilités. C'est le moment pour les Britanniques. Nous n'irons pas plus loin. L'accord est fait, il est le seul possible pour traiter tous ces sujets d'insécurité et nous avons pris nos responsabilités, les 27, unis. Et j'ai beaucoup travaillé, comme vous l'avez compris, à l'unité des 27 avec le Parlement européen. Donc de notre côté, nous sommes unis, nous regrettons ce départ, nous en avons pris acte, nous l'avons organisé pour qu'il se passe de manière ordonnée. Il faut maintenant que les Britanniques prennent leurs responsabilités et assument les décisions qu'ils ont choisies. Sur le processus, quand même, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas d'accord dans les jours qui viennent, le Conseil européen auquel j'ai participé, d'ailleurs à l'invitation du président Tusk jeudi soir et jeudi après-midi, la réunion des chefs d'État ont décidé, s'il n'y a pas d'accord avant le 11 avril, ce jour-là, nous constatons qu'il n'y a pas d'accord et il y a 2 solutions. Ou les Britanniques choisissent de sortir sans accord, c'est leur décision, avec beaucoup de conséquences pour nous et surtout pour eux. Et nous nous préparons à cette hypothèse dans tous les domaines, y compris les questions agricoles, pêche, qui sont très sensibles, et d'autres sujets, les transports. Ou bien, avec un plan, avec de vraies raisons, ils demanderont une prolongation nouvelle de la négociation. Ça peut être lié à un processus politique qu'ils engageraient entre maintenant et le 11 avril entre la majorité et l'opposition, qui n'a pas été engagée jusqu'à présent. Ça peut être pour organiser un référendum, ça peut être pour organiser de nouvelles élections. Ça, c'est leur choix. Mais il faudra que ce soit une vraie raison pour prolonger
négociation qui, de notre point de vue, est terminée. Sauf, mesdames et messieurs, au-delà et à côté du traité, sur un deuxième document que j'ai négocié avec les Britanniques et sur lequel nous avons trouvé un accord, qui décrit, ce qui est beaucoup plus important que le divorce, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour l'avenir. Et nous avons, en 26 pages, décrit, dans une déclaration politique commune, ce qui est devant nous comme une deuxième et très grande négociation après le divorce, je dis bien après le divorce, une négociation pour déterminer les conditions, le cadre d'une future relation avec le Royaume-Uni. Dans tous les domaines, sans doute un accord de libre-échange que nous négocierons sérieusement, coopération en matière de transport, d'aviation, coopération en matière universitaire, de recherche. L'autre jour, j'ai rencontré dans mon bureau le directeur général de l'hôpital parisien Gustave Roussy, qui est un très grand hôpital spécialisé contre le cancer. Cet hôpital a bâti un réseau avec 9 autres hôpitaux en Europe pour mutualiser la recherche. Et l'Union européenne soutient massivement ce travail de mutualisation de la recherche contre le cancer. Parmi ces hôpitaux, il y a l'hôpital de Cambridge. Il n'est pas question qu'on arrête ça. C'est intelligent. Sauf que le Royaume-Uni sort et il ne peut plus bénéficier du programme de recherche européen comme aujourd'hui. Donc il faut trouver avec eux, dans la relation future, une coopération en matière de recherche pour préserver, mais dans d'autres conditions techniques, juridiques et financières. La même chose pour Erasmus, par exemple. Coopération judiciaire et policière, le mandat d'arrêt européen, coopération en matière de défense, de politique étrangère. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Et là, on peut encore négocier. On peut encore améliorer cette déclaration politique dans les jours qui viennent si les Britanniques veulent être plus ambitieux.